Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mots de Psy format hors-série. Dans ces hors-séries, je laisse le micro à Ralph qui interroge des spécialistes du monde du travail, comme des coachs en entreprise, des experts en ressources humaines et des professionnels de la communication. C'est le moment de décoder le monde du travail ensemble. Alors préparez-vous à plonger au cœur des astuces et des conseils pratiques pour poser un autre regard sur le monde du travail et faire évoluer votre pratique professionnelle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode hors série de Mots de Psy. Aujourd'hui, je reçois un expert en prospection, Alban Lefebvre, qui accompagne les entrepreneurs, les freelances et les TPE à obtenir des rendez-vous de vente avec leurs futurs clients grâce à la prospection LinkedIn et grâce au cold mailing. Bonjour Alban, bienvenue. Bonjour Ralph. Écoute, je suis très ravi de t'accueillir dans ce podcast-là. On va passer une bonne vingtaine de minutes ensemble. Et pour démarrer, je vais te laisser te présenter très brièvement à nos auditeurs. Qui es-tu et à quel moment on fait appel à tes services ? Écoute, tu l'as déjà un petit peu dit dans l'intro, mais du coup, moi, je suis effectivement donc Alban, je suis expert en prospection LinkedIn plus mail, donc en l'occurrence, ce que j'appelle la prospection multicanal, donc qui consiste à faire de la prospection via différents canaux pour maximiser les chances d'aller obtenir des retours de prospects. Ok, merci. Alors, avec Alban, aujourd'hui, je précise à ceux qui nous écoutent, on va parler de prospection et je préviens, le contenu de l'épisode ne sera pas technique. On ne va pas parler de CTA, de CRM et tout ça pour deux principales raisons. La première, c'est que si vous visitez la page LinkedIn d'Alban, à mon avis, vous trouverez ce que vous recherchez. Et en plus, c'est accessible rapidement et gratuitement. Et c'est qu'avec Alban, nous avons voulu rendre cet épisode accessible et utile à un maximum de personnes, notamment ceux qui débutent dans leur activité, qui n'ont pas un réseau développé, pour leur donner envie surtout de prospecter, car c'est souvent le seul moyen de lancer et de pérenniser leur activité. Nous allons aussi tenter de dédramatiser la prospection et montrer qu'elle peut se faire de diverses manières, dont ta spécialité à toi, Alban, le mail, tout en évitant, si possible, des acronymes compliqués. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, donc on va essayer de faire au plus simple. Est-ce que tu es prêt, Alban ? Eh bien, complètement prêt. Ouais. Allez, parfait. On va démarrer avec la première question, donc très basique. Aujourd'hui, je recherche des clients, je veux commencer à prospecter. Quels sont les choix, les moyens qui s'offrent à moi aujourd'hui ? Aujourd'hui, tu vas avoir pas mal de moyens en fait. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé sur un type de moyen, mais tu vas avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle du cold call, donc des appels téléphoniques. Tu vas aussi, alors pour certains, c'est quand même moins fréquent, mais faire du porte-à-porte. Donc là, vraiment de la prospection en physique. Et puis après, pour les plus modernes d'entre nous, on va retrouver du coup les moyens que moi j'utilise, qui sont la prospection via LinkedIn, les mails, parfois via d'autres réseaux sociaux. Moi, je suis plus spécialisé du coup, comme tu disais, sur la partie LinkedIn et mail, mais on va avoir du coup ces canaux de prospection en priorité. D'accord, ok. Selon toi, c'est suffisant aujourd'hui d'être visible, vendre du gratuit pour engager le prospect avec suffisamment de valeur, sans aller forcément le chercher. Est-ce que tu penses que c'est suffisant aujourd'hui ? Je pense que ça peut être suffisant. Je suis pas du style de toute façon à aller cracher sur les créateurs de contenu. Alors j'en fais partie en fait, donc je pourrais pas dire qu'aujourd'hui cette stratégie n'est pas fonctionnelle, mais du moins j'estime qu'on peut aller au-delà de ça, et vraiment si on a le temps de dédier du temps justement de multiplier justement les méthodes d'acquisition de clients, et en l'occurrence pouvoir cumuler la création de contenu avec de la prospection. Aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure stratégie et qui permet, je pense, très sincèrement, d'aller chercher, de maximiser de toute façon ses chances de trouver ces 3, 4, 5 prochains clients dans la semaine, quoi. La création de contenu et la prospection, ça doit être les premières choses qu'il faut faire. Mais évidemment, faut avoir un regard d'expert sur le sujet, donc il faut publier aussi tous les jours. Moi, je fais de la création de contenu, c'est-à-dire que je poste tous les jours sur LinkedIn, on va dire 4 à 5 fois par semaine, et c'est au fil du temps que je me suis vraiment professionnalisé sur la création de contenu. Donc vraiment, à aucun moment, je me suis dit, dès mes premiers posts, je vais générer mes 10, 15, 20 leads et je vais pouvoir décrocher mes 5, 10 prochains rendez-vous. Vraiment, ça se fait au fil du temps. Moi, ça fait 1 an que je crée du contenu tous les jours. Et donc, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la création de contenu, peut-être qu'on y reviendra après, voilà. Mais je rajoute ce point-là qui est important, c'est que la création de contenu va permettre d'acquérir des clients, mais sur du long terme, on va dire, parce que voilà, les posts font pas toujours une très très bonne visibilité au début. Oui. Ça va mettre pas mal de temps. Moi, ça a mis 6 à 8 mois avant que vraiment je puisse commencer à dégager des retours.
Ouais, ça met un petit peu de temps. Et après, alors que la prospection, en mettant en place une stratégie de prospection, et c'est ce que je promeux justement auprès de mes clients et auprès des personnes qui ont besoin d'aide pour trouver des clients, que ce soit des freelances, des TPE, des entrepreneurs, etc. C'est vraiment d'utiliser la prospection parce que ça va permettre de trouver des clients en quelques semaines. Donc voilà, les premiers résultats arrivent très vite, quoi. Ouais. Alors puisque justement tu disais que ça prenait du temps, pour toi aujourd'hui, si je veux prospecter, ça serait quoi le premier objectif de la prospection? C'est quoi? Parce que souvent on va confondre la prospection et la vente. Pour moi, la vente, c'est un peu le but, comme tu as dit, pour que un business tienne la route, il faut à un moment donné, il va falloir vendre. Fidéliser son prospect qui est devenu client, c'est encore super, on va dire c'est la finalité, mais le premier objectif de la prospection, qu'est-ce que c'est en fait le premier objectif? En fait, c'est un sujet qui est super intéressant que tu traites là, parce que il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui a du mal, comme tu disais, à comprendre que aujourd'hui la prospection, ce n'est pas de la vente. La prospection, le but final de la prospection, c'est pas d'aller signer un contrat avec le client. Le but de la prospection, in fine, c'est d'aller décrocher vraiment, d'échanger avec la personne et de pouvoir après décrocher un rendez-vous avec. Et ensuite, ce sera dans un deuxième temps qu'il faudra passer par un rendez-vous de closing pour détailler le sujet, les tarifs, l'offre, etc. Pour voir si la personne effectivement est partante ou pas, et à ce moment-là signer le contrat. Mais la prospection, le but premier, c'est justement d'aller déclencher une première réponse. Donc moi j'ai envie de dire qu'au-delà d'avoir un premier rendez-vous, le premier objectif, c'est d'avoir une réponse de la part du prospect. Et donc il y a des gens qui vont trop vite, qui essaient tout de suite d'obtenir un rendez-vous en envoyant un message très très direct, ce qui est une grosse erreur, parce que finalement quand ces messages-là sont reçus, enfin je veux dire, j'en reçois tous les jours, et toutes les personnes qui nous écoutent aussi, j'imagine en reçoivent tous les jours. C'est assez frustrant de recevoir ces messages en masse et on se sent pas forcément écouté. Il n'y a pas forcément un échange humain. Donc pour moi, la prospection, c'est avant tout un échange d'humain à humain pour voir si effectivement il y a un match entre l'offre et la demande, tout en restant très spontané, très humain, etc. Et ensuite proposer un rendez-vous à l'issue d'un échange plus ou moins long si le prospect est qualifié. D'accord. Donc, voilà. Ouais. En gros, c'est créer une relation avec son potentiel futur client, susciter de l'intérêt avant de se dire je démarche quelqu'un, il faut que je vende absolument, quoi. Ouais, complètement. Il y a cette notion, beaucoup de gens l'ont pas, et c'est vrai qu'on veut aller trop vite. Ce que j'appelle l'approche Usain Bolt, où on va brûler toutes les étapes, on va se dire go, je fonce, je veux décrocher mon rendez-vous, alors qu'il y a vraiment cette étape préalable de création d'une relation humaine vraiment avec le prospect, quoi. Alors parlons un peu de ta spécialité, parce que pour ceux qui démarrent, tu sais, la prospection, elle peut souvent sembler intimidante et les gens sont souvent réticents à prospecter. Pour toi, en quoi la prospection par mail et via LinkedIn, elle diffère de la prospection traditionnelle, comme le porte-à-porte ou les appels téléphoniques, autrement appelés cold call, comme tu l'as signalé dans l'introduction? Est-ce que c'est plus simple, moins simple, et pourquoi? Alors, je pense pas qu'il y ait une notion de simplicité dans ce qui différencie justement les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire cold call, porte-à-porte, et à côté plutôt digital, LinkedIn, mail, etc. Pour moi, c'est pas une notion de simplicité, c'est surtout une notion de scalabilité finalement du business, de la rapidité aussi à laquelle on va pouvoir prospecter. Aujourd'hui, que ce soit la méthode la plus ancienne, comme on disait, c'était le porte-à-porte. Donc là, vraiment, les personnes, il fallait avoir un véhicule très rapide pour se déplacer d'un point à un point B, mais on pouvait pas aller rencontrer 5 personnes à la fois ou 10 personnes à la fois. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps, cette prospection-là. Par téléphone, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va parfois passer 30 minutes avec le prospect au téléphone. On va pas pouvoir scaler vraiment ce process de prospection en se disant, vas-y, je vais essayer de prendre, j'arrive à prendre 10 calls en moyenne, est-ce que je peux réussir à en prendre 100 ou 500 dans la journée, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, juste scientifiquement. Et puis, sinon, on dirait juste bonjour, au revoir au prospect, on raccrocherait, on passerait au prospect suivant, quoi. Aujourd'hui, LinkedIn et la prospection par mail, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui permettent d'aller l'automatiser. Alors moi, je promeux pas forcément l'utilisation excessive de l'automatisation, mais justement aller utiliser ces outils comme un moyen derrière d'aller à la rencontre de ces prospects dans un premier temps, c'est très efficace. Donc voilà, comme je disais, pas une approche trop directe, être assez dans une approche humaine, aussi cibler les bons prospects, savoir cibler les bons prospects pour pas aller déranger des personnes qui
qui en ont strictement rien à faire de nous ou de notre offre, quoi. Donc voilà, c'est pour moi cette grosse différence entre les deux méthodes. Donc on va pouvoir contacter plus de personnes avec la prospection LinkedIn et mail, et c'est là qu'il y a tout l'intérêt justement d'exploiter celle-là. D'accord, tu as parlé tout à l'heure de logiciels, d'automatisation. On a besoin, on sait que des logiciels, on peut les cumuler à l'infini, mais s'il devait y avoir, je sais pas, 1 ou 2 logiciels par exemple, lesquels tu pourrais recommander pour vraiment prospecter et démarrer? Alors moi, mes 2 préférés, c'est des outils de prospection multicanal justement qui vont permettre d'aller prospecter sur LinkedIn et par mail à la fois. Donc l'abonnement à la limite mensuel ou annuel est très intéressant par rapport à ça. Si tu peux nous donner une idée de ce que ça coûte aussi pour un peu pouvoir se projeter. Ouais, bien sûr, c'est normal, c'est légitime. Donc déjà ces outils-là, c'est donc Lemlist, moi c'est celui que j'utilise le plus, et après à côté il y a La Grosse Machine. Donc ça, c'est 2 outils qui sont assez réputés finalement dans le domaine, hein. Mais du coup là, on va se situer pour avoir une bonne stratégie multicanal, parce qu'il y a plusieurs plans tarifaires sur chacun des outils. Mais on va être à minimum 60 € par mois pour hors taxe sur La Grosse Machine, et après on va être à 99 € par mois sur Lemlist. Voilà. Après, ils ont chacun leur spécificité, et c'est pour ça que souvent j'ai du mal à faire un choix entre les deux, c'est parce que voilà, ils ont chacun leur particularité, leur fonctionnalité spécifique. Donc moi, j'encourage vraiment à utiliser ces 2 outils. Ok. On peut, je sais pas, contacter en moyenne, ça peut nous servir à contacter combien de prospects, si on arrive vraiment à qualifier des prospects, à ton avis, pour avoir encore une idée pour ceux qui nous écoutent, qui sachent un petit peu, voilà, la vraie valeur ajoutée de ces logiciels-là, quoi. Si on utilise un seul mail, moi j'encourage à envoyer à peu près 30 mails maximum par boîte mail par jour. Donc ce qui nous fait du 600 mails par mois à peu près, quoi. Ouais. Donc là, si tu cumules avec du LinkedIn, 400 par mois plus 600 par mois avec une boîte mail, ça fait à peu près 1000 personnes dans le mois, ce qui est déjà pas mal. Et après, on peut acheter d'autres boîtes mail justement, et d'autres noms de domaine associés à ces boîtes mail. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est pas l'objet du podcast. Mais on va pouvoir acheter d'autres boîtes mail pour envoyer plus de mails. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si on envoie plus de 30 mails par jour sur une boîte mail, depuis une boîte mail, on a de très fortes chances, j'ai pas le pourcentage, mais voilà, on a très fortes chances de finir en spam. Et donc on aura beau avoir la meilleure approche, finalement on atterrira en spam et les prospects répondront pas, quoi. Ouais, complètement. Ouais, donc là effectivement ça n'a rien à voir avec le cold call, c'est vraiment une volumétrie, moi je trouve que c'est quand même assez impressionnant, quoi. Je suis moins partisan, moi. Alors, il y a des experts de la prospection qui sont plus partisans de ces méthodes d'automatisation en masse, etc. Quand c'est bien ciblé, ça fonctionne bien, hein. C'est pas oublier que la masse ne veut pas dire que c'est pas personnalisé. C'est-à-dire que maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec pas mal de... On va y revenir de toute façon dans la suite. Voilà. Bon, je vais pas m'étaler dessus, mais on va pouvoir faciliter la personnalisation, même en masse. Mais moi, je suis plutôt partisan des méthodes où on va plutôt bien cibler, envoyer à des petites listes pour éviter aussi de dégrader l'image de sa marque. Tu vois, moi, quand j'accompagne des clients, je leur dis aussi que mon rôle principal, c'est de protéger aussi leur réputation. Donc, mon but, c'est pas d'aller contacter 10 000 personnes au mois et du coup être fiché dans la France comme un énorme commercial qui fait du bourrinage en masse, quoi. Ouais, qui va arroser tout le monde. C'est ça, ouais. Ouais, parce que en plus, tu vois, ça tombe bien. Ce que je voulais aussi savoir, c'est que beaucoup de personnes vont se dire que LinkedIn c'est saturé, que leurs efforts de prospection sont noyés dans la masse, et que les gens sont tout le temps sollicités par mail. Donc, comment ils vont arriver à se démarquer malgré cette perception, et comment tu peux créer cette confiance avec ton prospect? Pour moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance, même si c'est une relation de confiance de premier niveau, mais quelque chose qui va lui donner envie d'aller plus loin dans la démarche à ce prospect-là. Comment on va y arriver par mail, créer justement cette confiance-là? Ouais, alors pour revenir là-dessus sur ce que tu disais juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui LinkedIn, alors je sais pas si c'est bien ce que tu voulais dire, mais aujourd'hui LinkedIn, on va avoir quand même, la plupart des réponses vont arriver quand même sur LinkedIn. Donc on a souvent un taux de réponse sur les campagnes de prospection beaucoup plus élevé que sur LinkedIn que par mail. D'accord. Après ça dépend de la cible. Si on vise des créateurs de contenu, si c'est ma cible et que je veux vendre une offre à des créateurs de contenu, bah forcément ils seront beaucoup plus actifs sur LinkedIn que par mail. Et après, si je vise plutôt des responsables RH dans des grandes boîtes, etc., ou des directeurs marketing, etc., forcément, ils seront plus actifs par mail. Donc, ça dépend vraiment de la cible. Et après, vraiment, pour aller capter l'attention d'un prospect, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il y a la méthode, comme je disais, du bourrinage en masse où ça fonctionne pas. Il y a la méthode de l'ultra personnalisation où on va aller sur le profil de chaque personne sur LinkedIn, aller checker les news de l'entreprise sur Internet, aller sur des articles, sur le blog, etc. Essayer de récupérer des infos et de faire un message très personnalisé. Les gens qui font ça aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils vont passer des heures interminables à prospecter, et tout ça juste pour envoyer 5 à 10 mails dans la journée et avoir
Bon, à la limite, même 3-4 réponses, mais les 3-4 réponses, ce sera je suis pas intéressé, ou voilà. Donc le taux de réponse sera intéressant, mais finalement le ratio de personnes qu'on va réussir à avoir en rendez-vous pour le temps passé va être minable, quoi. Donc c'est une méthode que je soutiens pas forcément, et c'est pour ça qu'il y a vraiment moi c'est cette notion d'aller faire ce que j'appelle de la prospection ciblée automatisée, où on va cibler des catégories de prospects par rapport à des points communs, par rapport à je sais pas, ils ont participé à un événement sur LinkedIn, ils font partie d'un groupe LinkedIn, ils ont commenté un post, voilà, on va peut-être contacter aussi les boîtes qui ont récemment fait une levée de fonds, etc. Et en fait, cette info-là, on va aller récupérer sur la boîte et qui est en commun à pas mal de prospects, on va l'utiliser un peu comme icebreaker, justement. Et c'est cet icebreaker qui aujourd'hui est un peu la définition d'une prospection réussie. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment personnaliser ta prospection au maximum, il faut absolument, quand tu vas avoir des réponses, il faut absolument avoir cette notion de personnalisation et donc avoir au moins une phrase dans ton approche sur LinkedIn ou par mail qui va expliquer au prospect pourquoi tu t'adresses à lui et pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Et le fait d'avoir cette info-là en tant que prospect, ça te rassure sur le fait que la personne, elle a une raison précise de te contacter et qu'elle te contacte pas dans une masse de 10 000 personnes, quoi. Ouais. Voilà. Mais du coup, comme tu as quand même ce point commun qui est, tu vois, cet icebreaker, par exemple, si je contacte des personnes qui ont participé à un événement sur LinkedIn, ça va être commun peut-être à un groupe de 50, 100, 200 personnes. Et tu vas quand même pouvoir aller l'automatiser en petite masse, entre guillemets, ce qui est intéressant du coup. Donc c'est là que tu as du ciblage automatisé, quoi, tu vois. D'accord, c'est ça qui est intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu dis, effectivement. Il y a vraiment une méthodologie derrière. Le ciblage, la personnalisation aussi, elle est faisable sans tomber dans l'ultra personnalisation du message, comme tu l'as signalé, parce que ça prend énormément de temps et c'est pas parce qu'on passe trop de temps sur une chose qu'elle est meilleure aussi. Donc on peut trouver ce juste milieu. Ouais. Et pour conclure sur le sujet, et après je te laisse tranquille par rapport à ça, c'est vrai que l'ultra personnalisation aussi, et je voulais revenir là-dessus, ça va souvent être aussi mal vu par le prospect en fait, parce que quand tu veux trop travailler ton approche en fait, tu te retrouves à être un peu fiché commercial si vraiment t'exposes pas mal de choses, d'arguments, que tu vas essayer de comprendre le besoin de la personne et de proposer une offre en conséquence dans ton message, etc. Même si c'est assez pertinent et que c'est personnalisé, parfois ça peut aller à contre-courant de ton initiative et la personne peut se dire ah oui mais du coup ok c'est très personnalisé mais moi est-ce qu'il en fait pas un peu trop quoi? C'est ça, c'est trop et souvent les approches les plus courtes même en longueur de mail et de message et les plus simples avec des mots simples avec des tournures de phrases très courtes etc. C'est ce qui fonctionne le mieux moi de mon expérience. Ouais, c'est quoi par exemple un mail un mail réussi s'il y avait les 2-3 critères, pas plus, la longueur du mail par exemple, parce qu'on a souvent tendance, on va décrire qui on est, ce qu'on fait, apporter un maximum d'arguments. Pour toi, un bon premier petit mail, ça serait quoi je sais pas, il ressemblerait à quoi ce mail-là? Alors, j'ai pas forcément un nombre de mots, mais ça va être un truc très simple, ce que j'appelle le MVM, Minimum Viable Email, mail. Ça va être bonjour François, je viens de voir, je vois que vous avez participé à l'événement LinkedIn sur la prospection, que vous allez participer à l'événement LinkedIn sur la prospection le 8 septembre prochain. C'est vrai que la prospection c'est un processus assez complexe. Moi-même j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver mes premiers prospects. J'ai créé une petite vidéo pour vous montrer comment faire ça en 5 minutes chrono. Est-ce que je vous l'envoie? Tu vois, c'est quelque chose d'assez simple. Ouais. On va pas approcher le prospect de manière trop directe. On va plutôt lui proposer même de la valeur gratuite. Et j'en ai pas encore parlé, mais c'est assez important aussi en amont, une sorte de lead magnet en fait, comme on pourrait faire en création de contenu pour susciter l'attention du prospect et lui donner envie de répondre. Ok, c'est très clair. J'avais une autre question, c'est est-ce que pour toi, il y a d'autres facteurs supplémentaires ou au-delà de la technicité, si tu veux, ou de l'expertise dans la prospection, des facteurs plutôt de l'ordre psychologique qui font que les gens ont du mal avec la prospection ou en tout cas, que ça ne marche pas pour eux? Toi, avec tes clients, qu'est-ce qui te font part de quoi des fois? Je sais pas, de certaines croyances, de certaines choses, ou de certains blocages. Qu'est-ce qui revient le plus fréquemment? On en parlait au début, il y a le côté un peu où on a l'impression que la prospection, c'est vouloir vendre à tout prix dans le premier message, dans le premier mail. Et donc, il y a cette croyance un peu limitante, entre guillemets, où du coup, on va prospecter pas avec les bons objectifs. Et du coup, on va vite se retrouver à n'avoir aucune réponse, etc. Et du coup, souvent, ça amène beaucoup de personnes. Et franchement, 99% des gens fonctionnent comme ça, je me rends compte, en parlant avec des prospects, des clients qui prennent l'une de mes offres, etc.
mais qui vont vraiment abandonner au bout de quelques jours ou quelques semaines parce qu'ils n'ont pas dégagé de résultats. Mais tout ça juste parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ciblé les bons objectifs. Ils n'ont pas compris que dans un premier temps, il fallait déclencher une relation humaine, etc. Et c'est ça vraiment la première chose qui revient couramment. Et alors, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que beaucoup changent un peu de personnalité quand ils vont prospecter. C'est-à-dire que dans la rue, quand on parle à quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un à une soirée ou quand on rencontre une fille, on va avoir une approche, si on est un minimum sensé, je veux dire, si on est anormal, ce sera peut-être différent, mais si on est un minimum normal et confiant en soi, etc., on va avoir une approche assez normale, ouverte d'esprit, naturelle. Hello, comment tu vas, très naturelle, où on va commencer par échanger avec la personne, faire connaissance, discuter, et à aucun moment on arriverait face à une fille qu'on connaît pas en lui disant est-ce que ça te dirait de sortir avec moi, tu vois, c'est pareil dans la prospection, tu vas pas dire hello, est-ce que ça te dirait de faire un rendez-vous sur tel sujet, quoi, par rapport à tel sujet. Bon, là je le fais de manière très directe, je dis pas que tout le monde le fait comme ça, mais c'est pour avoir cette image et pour illustrer. Et en fait le problème, c'est que beaucoup de personnes, même qui sont très naturelles, humaines, confiantes en elles dans la vie, vont changer de personnalité totalement en prospection et avoir un langage très formel, très lourd, très... Qu'est-ce qui fait justement qu'ils changent de personnalité? Qu'est-ce qui fait que ça les rassure de changer? Qu'est-ce que ça leur apporte, à ton avis, changer comme ça de personnalité? Je me dis qu'il y a peut-être un côté où ils ont envie de se protéger eux-mêmes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la prospection, qui ont peur de déranger les gens, etc. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un aspect psychologique où les gens se disent ça me dérange d'aller prospecter cette personne, donc je préfère ne pas agir comme j'agirais au quotidien. Je préfère envoyer un message et au pire, si ça passe pas, c'est pas moi, c'est mon rôle de prospect, c'est mon rôle en tant que commercial je prospecte, je suis pas censé être comme d'habitude, quoi, tu vois, c'est un peu comme une carapace, on dirait, les gens ont peur, alors que parfois il faut pas hésiter à être justement direct, mais aussi très spontané et très humain. Donc je pense qu'il y a une part de ça là-dedans, et l'autre raison, je pense que c'est tout simplement que la prospection, ça a toujours été vu comme, tu vois, aujourd'hui quand on parle de prospection, c'est un sujet qui fait qui est un peu lourd. On se dit la prospection, c'est un truc, tu vois, c'est quand tu reçois des coups de téléphone de Bouygues ou de SFR ou de je ne sais quelle marque qui veut te démarcher sans t'avoir qualifié au préalable, tu vois. C'est vrai, la prospection, c'est vu comme quelque chose d'ennuyeux, de dérangeant, de presque méchant, je sais pas, et du coup les gens vont le faire, et même juste en bâclant leur approche, en bâclant le message du mec qui va envoyer, en se disant je vais tester, et c'est comme s'ils prospectaient dans l'objectif de se dire je veux me prouver à moi-même que la prospection ça marche pas, tu vois. Ils font pas l'effort d'aller travailler encore mieux l'approche, quoi. C'est pas intéressant ce que tu viens de dire. Si on a cette idée en tête que ça va pas marcher, ça va certainement pas marcher pour nous. Et tu as parlé aussi de cet aspect d'être confiant en soi, un minimum. Et moi, je voulais parler à quel point aussi il faut être confiant en son offre. Est-ce que les prospects ou tes clients à toi qui viennent, ou tes prospects à toi, est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en leur offre? Il faut avoir confiance en son offre, il faut avoir travaillé en amont et avoir très très bien compris la douleur de son prospect et une résolution de cette douleur assez efficace pour laquelle on va être prêt à acheter, prêt à payer assez cher. Pour moi, ça c'est une offre qui va fonctionner. Quand tu es convaincu de la valeur que tu apportes à tes clients, tu parlais de la douleur, de pouvoir répondre à une problématique, je pense que cette conviction, elle sera plus facile à leur transmettre quand tu as cette conviction toi-même que ton offre répond véritablement à un besoin. Il faut avoir une confiance, faut vraiment avoir confiance dans son offre. Après, là, c'est un travail aussi sur soi. Je veux dire, on passe tous par le syndrome de l'imposteur assez courant dans l'entrepreneuriat, etc. Où on a peur de pas réussir à vendre son offre parce qu'on n'est pas légitime, etc. On passe tous par là, mais là, il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Mais je pense que aussi dans l'approche, ça va se ressentir si on est confiant ou pas, comme tu disais. Si on prospecte et qu'on n'a pas confiance dans son offre, ça va se voir tout de suite. On va tourner un peu autour du pot, on va pas oser être très direct, on va pas oser aborder le vif du sujet, de l'offre, etc. Là où un prospect, il a juste besoin de quelqu'un en face qui est direct. S'il achète, il a besoin de quelqu'un qui a une offre qui fonctionne, qui est validée par le marché, etc. Et il a besoin de ressentir cette confiance en tant que prospect de la part d'un quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose. Donc il faut pas hésiter à ne pas tourner autour du pot, à être direct, à avoir confiance dans cette offre-là, dans le fait qu'on va pouvoir la vendre, et aussi ne pas hésiter à surestimer la valeur de son offre, à ne pas se vendre trop peu cher. Après ça
c'est un autre sujet, syndrome de l'imposteur, etc. Oui, syndrome de l'imposteur, la relation aussi à l'argent, à la vente. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent sous-jacents par rapport à ça, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, les personnes qui se disent pourquoi on ouvre tout, enfin on aborde un peu toutes ces thématiques, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire moi j'ai du mal à prospecter ou je ne sais pas ou j'ai pas envie, mais parfois c'est pas la prospection en fait, c'est qu'il y a d'autres sujets sous-jacents derrière qui font que ça rend ça compliqué. Donc, ok, bon, écoute, Alban, on va passer à la dernière partie de ce podcast. Je t'ai préparé un petit exercice. Je vais te donner quelques phrases. Tu vois, normalement, ça devrait être très, très rapide. Donc, le but de l'exercice, c'est quoi? C'est que je veux de toi, Alban, que tu puisses me donner la réponse que tu pourrais donner de manière directe à quelqu'un qui te fait part d'une croyance limitante. Comme une sorte de recadrage, si tu veux. Donc, par exemple, une personne ou peut-être un de tes prospects à toi, il te dit, moi, je ne suis pas un bon vendeur. Donc, je veux vendre mon offre, je veux développer mon activité, je veux faire de la prospection, tout ça, je veux faire décoller mon activité, mais moi, je ne suis pas un bon vendeur. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Comme ça, en tac au tac. En n'étant pas un bon vendeur, finalement, il serait un bon vendeur, justement, parce que ce qu'il entend par bon vendeur quand il dit, c'est pas bon vendeur dans le sens où je l'entends et ce qui fonctionne réellement. Ce qu'il veut dire par bon vendeur, c'est qu'il n'a pas forcément les arguments commerciaux, la chat qu'il faut, etc. Ouais. Des choses qu'on voit souvent. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des commerciaux au téléphone qui ont la chat, qui nous donnent envie, etc. Même si on en a conscience du fait qu'on se fait un peu manipuler. Bref, vraiment, faut pas oublier que vendre, avant tout, ça va être un process humain, et ça, c'est au sens de bon vendeur. Au sens de celui auquel je l'entends, c'est être spontané, être humain, échanger comme si on échangeait avec quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, ou échanger avec quelqu'un qu'on rencontre en soirée, échanger avec une fille ou un homme quand on le rencontre ou quand on la rencontre, et créer un échange humain finalement assez direct, vraiment pas tourner autour du pot. Et pour moi, c'est vraiment la base des bases, et je l'ai répété pas mal de fois pendant notre échange. Ralph, tu as pu l'entendre plusieurs fois, mais c'est hyper important d'avoir ce côté humain, spontané, et ne pas chercher à casser la personnalité qu'on a, ne pas chercher à prendre le rôle de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc un bon vendeur, finalement, c'est quelqu'un qui n'essaye pas d'être un bon vendeur. Ok, très bien. On passe à la suivante. Voilà. La prospection, c'est du harcèlement. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est comme ça que 99% des gens voient le truc, et je comprends du coup que si tu me dis ça, c'est comme ça que tu puisses voir la prospection. Mais aujourd'hui, la prospection qui est vue comme du harcèlement, c'est la mauvaise prospection. Aujourd'hui, c'est pas la prospection qui est du harcèlement, c'est les gens qui prospectent. C'est peut-être 90% des gens qui prospectent qui adoptent une stratégie un peu harcèlement. Je vais effectivement bombarder de messages, et même moi qui suis expert en prospection, ça me gave parfois de recevoir des mails et des messages. J'ai envie de corriger ces mails et ces messages LinkedIn que je reçois, et au contraire, faut pas en faire une vérité générale, dire la prospection c'est du harcèlement. Faut dire il y a des gens qui effectivement ne savent pas prospecter et vont harceler, et il y a ceux qui vont faire appel à mes services, par exemple. C'est le moment de promouvoir les liens, qui vont effectivement avoir une approche plus humaine, ce qui n'empêche pas de faire de la masse quand même et de pouvoir optimiser son temps, etc. Mais avoir une approche plus humaine et qui va générer des retours très positifs et des rendez-vous potentiels. Ouais. D'ailleurs, je précise par rapport à ça que sur ta page LinkedIn, pour les personnes qui veulent te suivre, tu corriges souvent, je les vois passer des posts où tu vas corriger des emails de prospection, tu vas donner ce qui va pas dans le mail et comment l'améliorer ou l'optimiser. Donc, ça répond aussi au fait que parfois, il y a de la bonne prospection, il y a de la mauvaise prospection, il y a une approche à avoir, il y a une méthodologie aussi. Puis il y a quelques principes de base que tu expliques très bien et très clairement pendant tes posts. Donc j'invite tout le monde vraiment à suivre ta page, parce que c'est ce genre de choses que tu postes, que tu communiques là-dessus, et de manière très, très simple d'ailleurs. Ouais. Ok, alors prochaine phrase. Personne ne lit les emails de prospection. Personne ne lit mes emails de prospection, c'est ça Oui, personne ne lit les emails de prospection. Ça, je reçois un email de prospection, personne ne va les lire. Okay. Alors, ce qui est pas faux, c'est que ce que je disais un peu plus tôt dans le podcast pendant notre échange, c'est que la prospection par mail va générer un taux de réponse inférieur généralement à ce que nous offre LinkedIn. Donc, j'entends par là, si on envoie 100 messages LinkedIn, on va peut-être, si on a une bonne approche, obtenir 20-30 réponses. Par mail, on va en obtenir 5-10 grand maximum. Donc souvent, le taux de réponse va être inférieur par mail. Donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la prospection par mail, on voit beaucoup d'approches de type newsletter où ça va être très spam, urgent, offre exceptionnelle, 50% de réduc, etc.
des choses qui finissent soit dans les spams, soit qu'on n'ouvre pas s'ils arrivent dans notre boîte de réception, Ouais. on va ouvrir et mettre à la poubelle. Voilà, si on utilise cette approche-là, oui, les gens ne répondront pas à vos mails. Par contre, si on utilise une approche beaucoup plus humaine, spontanée, comme je disais, on va personnaliser aussi une phrase d'accroche, par exemple, en début de mail. Là, c'est un mail qui sera plus susceptible d'obtenir une réponse. Ouais. Ok, très clair. Prochaine phrase, si on te dit les clients ne veulent pas être dérangés, les clients ou les prospects, on va dire. Les gens ne veulent pas être dérangés, on va envoyer des mails, etc. Qu'est-ce que tu dirais ? Si tu envoies des mails à des personnes qui n'aiment pas être dérangées et qui vont te rabâcher, c'est que tu as mal fait ton ciblage. Donc le problème ne vient pas d'eux, mais vient de toi, entre guillemets, parce que si tu as une offre qui est suffisamment irrésistible, que tu as un produit, une solution que tu apportes qui va vraiment résoudre une douleur qu'ils ont au point de ne pas endormir la nuit, là les gens seront prêts à être dérangés 1000 fois s'il le faut, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me parler de... Je sais que tu vas sortir une nouvelle offre, B2B, bientôt. Est-ce que tu peux me parler très brièvement, elle consiste en quoi ? Et j'aimerais aussi que tu me parles un peu de BizCreator aussi. Oui, avec plaisir. En 2 temps, du coup, donc là, je vais sortir une formation entre septembre et octobre. J'ai pas encore la date de lancement officielle, mais une formation qui va s'appeler les pépites de la prospection, du coup. Je spoil un peu en avance, qui sera une formation en 8 modules pour vraiment copier-coller de A à Z la méthode que moi j'applique tous les jours pour prospecter pour mes clients et qui me permet d'aller générer au moins 5 rendez-vous par semaine. Donc ça, c'est une formation qui sort entre septembre et octobre. Et du coup, pour faire référence à BizCreator, c'est du coup un réseau d'entrepreneurs que j'ai créé donc avec ma conjointe à Barcelone, parce que je vis sur Barcelone, du coup, qui rassemble des entrepreneurs français. Donc là, en l'occurrence, on est entre 350 et 400. Et donc, on les rassemble sur principalement des afterwork, c'est 90% d'afterwork. On a aussi fait des événements de type de soirée pitch. Donc, on faisait venir des intervenants, des patrons de boîtes pour qu'ils racontent leur expérience et qu'ils inspirent un petit peu l'audience. Et donc, tout ça, c'est organisé sous type de soirées qui ont lieu le jeudi soir, quoi. D'accord, sympa. Soirée jeudi soir à Barcelone, ça me va très bien, moi. Il n'y a rien de mieux, c'est vrai. Bon, écoute, dernière question pour clôturer notre échange. Je veux avoir un petit peu ta vision de la prospection sur les mois, les années à venir avec l'accélération des process, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Comment tu vois la prospection dans l'avenir ? Les méthodes évoluent très vite, ouais, c'est clair. D'autant plus avec l'intelligence artificielle, évidemment, je t'apprends rien et je n'apprends rien à personne. Mais aujourd'hui, le gros enjeu de la prospection, c'est de pouvoir cibler un maximum de personnes, pour que ça prenne pas trop de temps, et qu'en même temps, on puisse avoir une approche très personnalisée. Avant, comme je disais, on faisait soit l'un, soit l'autre, quand il n'y avait pas l'intelligence artificielle, les outils d'automatisation, etc. Aujourd'hui, l'enjeu de l'IA, ça va être d'essayer de l'utiliser à travers des outils qui commencent à émerger là, et je pense qu'il y en aura beaucoup dans les années à venir et dans les mois à venir même. Mais je pense que sur 2025, ce qui va très bien fonctionner, c'est qu'il y aura sûrement des outils qui vont permettre d'envoyer des messages et des mails en masse, mais en ultra personnalisant grâce à l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui vont servir. On peut déjà le faire avec des méthodes, mais c'est encore peu automatisé. Il va falloir avoir quand même quelques compétences techniques pour le faire. Là où ce sera beaucoup plus accessible, je pense, au grand public ou aux personnes qui s'y connaissent pas vers 2025, quoi. D'accord. Ok, super. Un grand merci à toi, Alban, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Et merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne très rapidement rendez-vous dans un prochain épisode de Mots de Psy hors série. Et encore merci à toi, Alban, et je te dis à bientôt. Merci Ralph, à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques ? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram
ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.